Bonjour camarades de l'écologie, voici la dernière vidéo de la série Comment mieux débattre sur le nucléaire et pour se mettre dans le bain, on va écouter Yves Marignac, porte-parole de Negawatt. Le nucléaire, effectivement, a pour lui de ne pas émettre ou émettre peu de CO2, de gaz à effet de serre. Mais il est par ailleurs, du point de vue d'un système hyper centralisé, du point de vue du mode de gouvernance, du point de vue de la distance qu'il introduit entre les consommateurs et la production, il appartient à l'ancien monde énergétique. Il reconnaît que le nucléaire est un atout contre le réchauffement climatique, mais que le nucléaire est une technologie, une vision du passé. Bonne nouvelle Yves, il y a une énorme révolution qui est en train de se produire dans le monde du nucléaire qui peut totalement bouleverser notre vision du nucléaire. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le nucléaire a des inconvénients. Depuis quelques décennies, le monde du nucléaire essaie de produire de nouveaux designs pour essayer de faire un réacteur sûr, compétitif, résistant à la prolifération et qui résout la problématique des déchets. D'un côté, les réacteurs dits de génération 4. On y retrouve 6 familles très différentes. De l'autre, la miniaturisation des centrales. Les deux ne sont pas incompatibles. Regardons comment les principaux inconvénients du nucléaire d'aujourd'hui vont évoluer avec le nucléaire de demain. Le paysage énergétique a changé. Les États se désengagent, ont moins de vision à long terme et les ENR intermittentes arrivent et permettent aux financiers d'avoir un retour sur investissement très rapide. Et c'est là que certains ont décidé de raisonner totalement différemment. De nouvelles idées ont émergé il y a quelques années chez les Russes, les Chinois et dans des startups américaines. Au lieu de faire une énorme centrale pour faire des économies d'échelle comme l'EPR, qui est un monstre de plus de 1600 MW électriques, mais qui met de nombreuses années à être opérationnel, certains proposent de construire une usine dans laquelle on produit en série de petits réacteurs modulaires entre 75 MW électriques et 400 MW, que l'on peut installer super vite. On appelle ça des SMR pour Small Modular Reactor. Regardez par exemple ce projet de SMR à eau bouillante de General Electric, 90% plus petit que la version grande échelle habituelle. Et si, à un lieu donné, on veut faire une grosse centrale, eh bien on met plusieurs de ces petits réacteurs, comme la startup NewScale, qui a prévu de mettre 12 modules à Idaho Falls. Certaines startups proposent des réacteurs encore plus petits, appelés des MMR, pour Micro Modular Reactor. Ça peut tenir dans un conteneur. Là, on parle de moins de 8 MW électriques. Et cela vise les applications off-grid, c'est-à-dire non reliées au réseau du pays. Les îles, zones arctiques, mines, industrie. Le cahier des charges de l'armée américaine, qui veut des MMR, souhaite qu'ils soient installables en 3 jours. Pour certains d'entre nous, le risque, même s'il est très faible, n'est pas acceptable, malgré les avantages du nucléaire. Plongeons dans le fonctionnement d'un réacteur pour mieux comprendre. Un réacteur nucléaire, c'est une énorme chaudière. Il y a une réaction en chaîne dans son cœur qui dégage de la chaleur. La chaleur crée de la vapeur qui va actionner une turbine et on génère de l'électricité. Si pour une raison quelconque, on doit arrêter le réacteur rapidement, on stoppe net la réaction en chaîne. Mais le combustible continue à irradier, ce qui nécessite de continuer à refroidir le réacteur. C'est ce qu'on appelle la puissance résiduelle. Ça décroît hyper vite. Une seconde après l'arrêt, on n'a plus que 6,5% de la puissance thermique nominale. Au bout d'une heure, plus que 1,5%. Mais sur un réacteur de 3800 MW thermiques, ça fait encore 57 MW thermiques. C'est encore super chaud. Il faut alors refroidir le cœur pour évacuer cette puissance. Tout est prévu pour évacuer la chaleur via des circuits de refroidissement. Problème, quand le système d'évacuation de la chaleur est en panne, ça devient compliqué. C'est ce qui s'est passé à Fukushima. Les systèmes de sûreté ont bien fonctionné après le séisme. Mais le tsunami a noyé les diesels de secours et coupé toutes les alimentations électriques, rendant impossible l'évacuation de la puissance résiduelle. C'est là que les SMR sont hyper intéressants. Vu qu'ils font par exemple 200 MW thermiques, une seconde après, on n'a plus que 13 MW thermiques. Et vu que c'est beaucoup moins qu'un gros réacteur, les systèmes de refroidissement peuvent utiliser la circulation naturelle, ce qui permet de se passer de pompes qui pourraient tomber en panne, si bien que la chaleur résiduelle n'est plus un problème. Les fabricants de SMR cherchent à mettre des solutions de sûreté passive,
C'est-à-dire que le système soit en mesure de s'arrêter de manière entièrement autonome et de se refroidir par lui-même. Bien sûr, c'est ce qui est écrit sur le papier. Il faudra que les agences de sécurité le valident. Mais par exemple, pour le DHR-400, un SMR piscine chinois, qui est un réacteur très simple de conception, l'ASN a conclu que l'accident grave ne peut juste pas se produire. Je vous laisse imaginer pour les MMR, ils sont tellement petits qu'il n'y a quasi rien comme chaleur à évacuer. De leur côté, les réacteurs Gen 4 visent aussi à réduire le risque, en particulier les réacteurs au sel fondu, qui sont toute une famille très large. Je vais essayer de vous expliquer le plus simplement pourquoi ils sont si sûrs. Il faut imaginer que c'est une grosse marmite avec du sel fondu à haute température dans lequel on jette des combustibles. Plus de barres de combustible. Tout ça, c'est une grosse soupe liquide. Quand la réaction en chaîne se met en route, la soupe se dilate sous l'effet de la chaleur. Vu qu'elle se dilate, la densité du combustible diminue. Donc la réaction en chaîne ralentit. Comme elle ralentit, la soupe se refroidit, donc se recontracte, ce qui augmente la densité du combustible et donc la réaction reprend. On appelle ça des réacteurs auto-stabilisants. Impossible d'avoir un emballement de la réaction en chaîne. En plus, il n'y a pas de pression, donc ça ne peut pas exploser. Et imaginons que le réacteur se prenne un missile. S'il arrive à percer le dôme, il crève la cuve et le sel va se déverser. Mais dès qu'il refroidit, le sel durcit et est dur comme de la pierre, donc il ne se répand pas et il bouche les trous. Il ne réagit ni à l'air ni à l'eau et comme il est très dur, tous les déchets sont emprisonnés à l'intérieur. Ils ne partent pas dans l'atmosphère. Et si le réacteur ne peut plus être refroidi, comme le combustible est liquide, il est vidangé dans un réservoir à refroidissement passif où il reste en attendant de pouvoir être remis en service. Bref, on peut mesurer la différence avec les réacteurs classiques. Un MSR coche toutes les cases de la sûreté. Sûreté qui n'est pas due à des équipements, mais à des lois de la physique, telles que la gravité, la dilatation et la conduction thermique. Et c'est en cela que les réacteurs à combustible liquide sont une rupture majeure pour le nucléaire et l'acceptabilité sociale. Les MSR, ça s'appelle toujours nucléaire, mais c'est un monde qui n'a plus grand chose à voir avec les réacteurs classiques que nous avons aujourd'hui. Dans un réacteur à eau pressurisée, pour que la réaction en chaîne se passe bien, on a besoin d'enrichir l'uranium pour avoir entre 3 à 5% d'uranium-235. Le reste étant de l'uranium-238. Lors de cette étape d'enrichissement, on produit une énorme quantité d'uranium appauvri qui est un déchet de ce process. Or, les réacteurs dits à neutrons rapides transforment l'uranium-238 en plutonium-239. C'est ce que l'on nomme la surgénération. Et ça tombe bien. En France, on a 320 000 tonnes d'uranium appauvri. Notre déchet précédent permet de produire de l'électricité sur des millénaires. C'est en France le projet Superphénix qui a fonctionné pendant 1 an. Et il reste les problèmes des déchets très radioactifs à vie longue, hein. Les réacteurs à neutrons rapides permettent également de brûler les éléments radioactifs à vie longue. Dans un tel réacteur, ils sont transmutés, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des déchets qui ont une radiotoxicité supérieure à celle de l'uranium naturel que pendant 250-300 ans. Compte des centaines de milliers d'années en sortie des réacteurs à eau pressurisée. 3 siècles, c'est rien. Un bon bunker qui tient 3 siècles, on sait faire. Regardez le nombre de châteaux de plus de 3 siècles qui tiennent encore debout. Il y a eu en France un projet de réacteur à neutrons rapides qui aurait pu consommer l'uranium-238 et transmuter nos déchets à vie longue. Le projet Astrid, mais il a été abandonné comme Superphénix. Car 1. L'uranium, il y en a plein pour l'instant. C'est pas cher, donc hélas, mal le consommer économiquement, on s'en fout. 2. Ce genre de réacteur coûte environ 40% plus cher. Donc pourquoi EDF, une boîte devenue privée, s'embêterait à payer plus cher ? 3. Ça demande de construire des barres de combustible avec du plutonium et des actinides mineurs. C'est une opération très complexe car ça irradie énormément. Il faut faire ça derrière des murs en béton super épais avec des robots. Donc ce qui rend ces réacteurs intéressants sur le papier, en réalité ce n'est pas la panacée. 4. Le modèle français est un réacteur au sodium liquide qui a le défaut de réagir fortement avec l'eau et l'air. Il existe des projets de réacteurs au plomb qui n'ont pas ce défaut de réaction, mais le plomb étant corrosif, il soulève d'autres problèmes. Donc en gros, tu résous le problème des déchets à vie longue et de l'indépendance énergétique, mais tu ne rassures pas l'opinion publique sur la sûreté. Et c'est là qu'on retrouve tout l'intérêt des réacteurs à sel fondu. Pas besoin de construire de barres de combustible. Vous jetez
directement votre uranium, votre plutonium sous forme de sel dans leur réacteur. Et ça fonctionne. Alors bien sûr, avoir un réacteur à sel fondu ne veut pas dire zéro déchet, car il faut prévoir un réservoir situé sur le haut du réacteur pour recueillir les gaz de fission qui sont radioactifs, et des produits de fission vont se former comme dans n'importe quel réacteur nucléaire. Mais dans un MSR, une partie du sel fondu pourra être traitée en ligne au rythme de quelques litres par heure. Donc pas besoin d'arrêter le réacteur pour changer les barres de combustible. Ce traitement du sel va permettre d'alimenter le réacteur en uranium et plutonium, de retirer certains produits de fission et surtout de maintenir tous les autres produits de fission dans le réacteur pour y être transmutés. C'est-à-dire transformés en déchets à vie courte, que l'on peut gérer sans avoir besoin de les enfouir profondément sous terre. Mieux, on pourra même y mettre des déchets produits par nos autres réacteurs. Et traiter quelques litres de sel par heure, c'est rien, c'est l'équivalent d'une expérience de chimie sur une paillasse, mais dans une cellule blindée. Alors, c'est sûr que lorsqu'on va construire le premier MSR, on ne saura pas traiter le sel, car les opérations chimiques doivent être mises en place par des spécialistes. Mais une fois mises en place, on n'aura plus que des déchets à vie courte. Et ça, c'est une révolution pour la gestion des déchets. Il est d'ailleurs probable qu'à terme, chaque pays nucléarisé possède un SMR à spectre rapide pour gérer ses déchets et son plutonium. On voit déjà des acteurs de certaines startups de SMR avec des pays pour recycler leurs déchets, comme Moltex avec le Canada. A noter que les Américains, eux, s'en cognent des déchets. Ils mettent ça dans un trou au milieu du désert et basta. C'est pourquoi beaucoup de projets de SMR américains partent sur du TRISO, des billes de combustible multicouches qui sont aujourd'hui très difficiles à recycler, mais qui apportent une sécurité car elles ne peuvent pas fondre et résistent super bien aux hautes températures. Ont-ils éthiquement tort? Si oui, alors battons-nous pour des SMR européens et des réacteurs de rupture qui ferment le cycle du combustible. On a vu dans la vidéo précédente que les futures sécheresses pourraient imposer aux centrales d'être construites près des mers et des océans. Certains designs de SMR et MMR, vu qu'ils ont besoin d'évacuer peu de chaleur, prévoient de se refroidir avec très peu d'eau, voire sans eau, permettant de les mettre où l'on souhaite. De nouveaux avantages pourraient apparaître. Suivi de charge plus backup décarboné des ENR, énergie renouvelable. Si vous voulez développer beaucoup d'ENR, vous avez besoin d'unités de production qui sont capables de réagir rapidement aux aléas météorologiques qui modifient la production des ENR. Or, le nucléaire est moins souple que les centrales à gaz qui peuvent varier de 20 à 30% en 30 secondes contre 5% pour le nucléaire. En France, une étude a montré que l'augmentation des ENR intermittentes au-delà de 30% ne permet plus au parc nucléaire d'assurer techniquement et économiquement le suivi de charge. C'est là qu'intervient par exemple la bonne idée marketing de Bill Gates avec un projet de SMR Natrium de TerraPower en s'inspirant des travaux du MIT et du CEA. Natrium fait 345 MW électriques, mais avec une turbine de 500 MW. Le réacteur va produire quasi en continu 345 MW électriques, mais quand les ENR produisent à fond, il va stocker dans des sels fondus l'énergie qu'il n'arrive pas à vendre, et quand les ENR ne produisent plus, il va turbiner les 345 plus l'énergie stockée dans les sels fondus. Donc en gros, ils disent développer les ENR à fond, notre SMR permet de compenser l'intermittence tout en permettant à l'exploitant du réacteur de vendre l'électricité à un prix compétitif. Et pour le nucléaire à sel fondu, vous pouvez théoriquement aussi faire des changements de puissance très rapides. Car vu que le combustible est à l'état liquide, il ne se détériore pas à cause des forts changements de température, contrairement aux combustibles en barre qui peuvent péter. Décentralisation de la production. Yves Marignac pense qu'il faut une énergie moins centralisée, plus proche du consommateur. Il s'avère que les SMR MMR peuvent apporter une solution pour justement des consommateurs d'énergie qui ont besoin de beaucoup d'énergie localement, comme les mines, les raffineries, les cimenteries, les sidérurgies, qui ont d'énormes besoins d'énergie sur leur site. Et si l'on veut qu'ils se passent des énergies fossiles, il leur faudra localement beaucoup d'électricité et de chaleur en continu. Les développeurs veulent des SMR et MMR tellement sûrs qu'ils visent une zone de sécurité de 0 mètre, permettant d'installer où l'on veut des réacteurs permettant cette décentralisation qu'Yves Marignac appelle de ses vœux. La chaleur, c'est 50% de l'énergie consommée en Europe.
Vu qu'un réacteur nucléaire, c'est une grosse chaudière, on pourrait en théorie utiliser la chaleur générée pour des réseaux de chaleur. Ça a déjà été fait en Russie, en Angleterre et en Suède, entre autres. Par contre, c'est compliqué d'avoir des consommateurs de chaleur à côté du réacteur pour éviter de tirer trop de longueur de tuyau. Mais avec les SMR et MMR, on peut imaginer avoir un réacteur au plus près du besoin. Les 3 grandes entreprises de l'énergie chinoise prévoient chacune des SMR calogènes, c'est-à-dire qui ne produisent pas d'électricité mais que de la chaleur. En Europe, vu que les réseaux de chaleur sont plus petits, la rentabilité économique est un point d'interrogation. Quant à la chaleur industrielle, vous avez souvent besoin de très hautes températures que les réacteurs actuels ne peuvent pas fournir. La filière de réacteurs à gaz et à sel fondu peut atteindre des températures dépassant les 650 degrés. C'est là que vous avez le projet très intéressant de Kairos qui va faire un faux réacteur à sel fondu appelé FHR. Ce sera un réacteur avec du combustible solide, mais avec du sel fondu comme réfrigérant. Un réfrigérant bien plus efficace que celui de la filière VHTR qui utilise du gaz. Mais les déchets de VHTR et de Kairos, on ne sait pas bien les retraiter. Donc là encore une fois, si les vrais réacteurs à sel fondu voient le jour, vu qu'ils montent à très haute température, ils pourront viser aussi la décarbonation de la chaleur industrielle, qui est très difficile à décarboner aujourd'hui, je le répète. Mais aussi de nouveaux inconvénients. Si on commence à installer des centaines de SMR et MMR, dans certains pays, ce ne sera pas un problème. Mais dans d'autres, c'est augmenter les risques de prolifération, avec le bémol que j'avais expliqué sur cette notion dans une vidéo précédente. Bon alors, est-ce qu'il a toujours raison, le monsieur de Negawatt, quand il dit que le nucléaire est une technologie qui appartient à un ancien monde? Attention, l'idée n'est pas d'être un béni oui-oui du nucléaire. Ce nouveau nucléaire doit montrer sa faisabilité technique, mais sur le papier, ils sont bien plus sûrs que les anciens réacteurs. Côté SMR, il y a plus de 70 projets en cours, que j'ai tous regardés pour vous, dont une dizaine de très sérieux et certains tournent déjà. Donc ce nouveau monde va arriver, c'est sûr. Dans quelle proportion? Cela dépendra dans nos sociétés libérales de sa compétitivité et ce n'est pas gagné. Une position rationnelle sera donc d'attendre de voir ce qui va sortir et à ce moment-là de s'autoriser à modifier sa balance bénéfice-inconvénient vis-à-vis du nucléaire. Côté génération 4, je ne dis pas que les réacteurs à sel fondu sont le miracle espéré, mais que sur le papier, ils cochent toutes les cases d'un nouveau nucléaire en rupture avec l'actuel. Il faut néanmoins reconnaître qu'il y a encore du travail à mener pour faire ce pas et que l'on ne verra rien de sérieux avant 2030. Mais les Chinois démarrent un MSR cet été 2021. Il y a plusieurs entreprises qui travaillent sur ce sujet en Europe et aux USA. Et aux USA, justement, l'entreprise TerraPower vient de recevoir de gros financements étatiques pour mener des expériences dès 2022. Il risque de devenir le nouveau SpaceX. Donc l'activité MSR est très attractive et elle monte fortement à l'international. Et pour rappel, ce concept de réacteur à sel fondu a fonctionné aux USA dans les années 60. Mais les travaux visant à faire une filière commerciale ont été arrêtés en 1970 à cause, d'après la légende, de l'entreprise Westinghouse qui voyait une concurrence à sa filière de réacteurs à eau pressurisée et à cause des militaires qui voulaient du plutonium pour faire des bombes. L'autre message que je souhaite que vous reteniez, si quelqu'un vous dit qu'il est contre le nucléaire, demandez-lui lequel. Il y a tellement de concepts qui n'ont rien à voir entre eux. On peut très bien être contre un réacteur à eau pressurisée pour X raisons, mais pour un petit MMR dédié à l'industrie par exemple. Après, on peut être rationnellement contre le nouveau nucléaire, j'ai pas de souci avec ça. Mais dans ce cas, plutôt pour défendre une autre vision de la société que pour des raisons techniques. Donc, question ouverte. Quand on est contre le nucléaire actuel et le projet d'enfouissement des déchets, faut-il arrêter le nucléaire maintenant ou l'améliorer et se battre pour un nouveau nucléaire qui pourrait résoudre la problématique des déchets nucléaires à vie longue, avoir une sécurité très élevée, apporter sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique en ayant enfin une alternative au charbon, au gaz et à la biomasse pour la chaleur et un accompagnement des énergies renouvelables pour l'électricité et la production d'hydrogène. À vous de voir. Pensez à vous abonner et bisous!